Et salut à tous. Alors attendez, je baisse un peu le son, clac, parce que là, on n'est pas terrible. Voilà. Salut, j'espère que vous allez bien. Et puis bienvenue pour une nouvelle édition de Daniel Art Actu, votre revue de presse hebdomadaire, en ce moment bi-hebdomadaire, sur le monde de l'art. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 novembre 2020 et on va décrypter ensemble l'actualité de cette semaine et de la semaine dernière. Alors, d'abord, évidemment, je suis désolé, je suis très en retard aujourd'hui. Je vous rappelle, ceci dit, que vous avez un chat à disposition, là, juste en dessous, pour me parler. Votre message, il va tout simplement s'afficher sur le live. Et si vous avez une question, comme ça, je pourrais directement vous répondre. Sinon, pour ceux qui regardent la rediffusion, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà. J'ai l'impression que le son, ça va, donc on va pouvoir commencer. Avant ça, je me présente, je m'appelle Antoine, je suis guide en freelance à Paris, dans la petite entreprise que j'ai créée, qui s'appelle Daniel Art. Et je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur mon site www.danielart.com pour regarder quelles visites je propose. En ce moment, j'ai donc une visite qui s'appelle Paris Découverte de l'Alma au Louvre, qui s'intéresse aux bâtiments les plus emblématiques de la ville de Paris, de l'Alma au Louvre. Et l'originalité, c'est que je vous laisse le choix sur le parcours en vous laissant voter. Une autre visite qui s'appelle La Défense, naissance d'un quartier. Le but ici, c'est d'apprendre comment est née la Défense, de pourquoi on peut parler d'une ville utopique et de comprendre ce qui l'a fait exister, tout cela en parlant d'histoire, de politique et d'urbanisme. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai sorti la vidéo de complément de visite pour la Défense et je vous invite très fortement à aller la voir, voilà, parce que je suis très fier. J'ai une autre petite idée aussi pour le mois de décembre, c'est de vous faire un petit calendrier de l'Avent sur Instagram, c'est-à-dire vous postez tous les jours, tous les matins, une petite photo de Paris, sans commentaire, sans anecdote. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si vous êtes chaud, pourquoi pas le faire. Voilà. Cette semaine, on va faire cette revue de presse hebdomadaire presque essentiellement sur la Covid-19 et la culture. Oui, pourquoi? Parce que c'est les grosses actus dans ce moment, étant donné que nous sommes reconfinés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est parce que comme on est confiné, l'info aussi évidemment est un petit peu confinée. Et si vous n'avez du coup pas assisté aux autres éditions de Daniel Art Actu, je vous rappelle, jusqu'en septembre, Jean Castex avait annoncé son plan de relance dans lequel 2 milliards d'euros étaient prévus pour la culture, pour sauver les acteurs de la culture. Et bien cette semaine, en rapport avec ceci, hop, donc nous avons Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, qui annonce encore débloquer 115 millions d'euros supplémentaires pour soutenir le spectacle vivant et le cinéma. Alors dans les répartitions de ce nombre de 115 millions d'euros, il s'agit de 85 millions pour le spectacle vivant, et là-dedans il y aurait donc 55 millions pour le fonds de sauvegarde et de compensation. Donc ça c'est pour les entreprises qui sont affiliées au Centre national de la musique, au CNM, et aussi 3 millions d'euros pour les auteurs, donc ça c'était pour le spectacle vivant, et de l'autre côté, 30 millions d'euros pour le cinéma. La ministre aussi a évoqué la possibilité de la suppression d'une taxe, la taxe sur les spectacles pour le premier semestre de 2021. On va continuer avec l'actu suivante, qui est celle-ci, regardez. Tout simplement un communiqué du CMN. Le CMN, c'est quoi? C'est le Centre des Monuments Nationaux. Voilà, grâce à la dotation du plan de relance de 40 millions d'euros, eh bien, ce CMN, il vient d'annoncer l'ouverture de 14 chantiers de restauration pour 2021. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va les découvrir ensemble. Hop, alors vous le voyez, donc les remparts nord du château d'Angers, la restauration des façades du palais de Thau à Reims, l'achèvement de la restauration des façades et toitures de la merveille de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, la restauration de la dernière partie du chemin de ronde des remparts de la cité de Carcassonne, l'aménagement d'un nouveau ponton, de nouveaux espaces d'accueil d'un restaurant au château d'If, ainsi que la restauration aussi de l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, avec un musée sur la collection des peintures époux Brage Bonnefoy, la restauration de la contrescarpe du château de Villeneuve-Lambron,
Aussi le château de Cadillac, et puis la charpente, les toitures et les souches de cheminée du château Montal, la restauration du logis du gouverneur, donc à Aigues-Mortes dans le Gard, la caserne Rochambeau, et puis l'aile Sarcus du château de Bussy-Ralbutin, ainsi que voilà, la tour Alexandre, la tour Godefroy de Bouillon du château de Pierrefonds. Pierrefonds, je vous en avais parlé aussi la semaine dernière, et la restauration de la chambre de l'évêque du château de Carouge dans l'Orne, et sans compter aussi le château de Villers-Cotterêts qui bénéficiait dans le cadre du plan de relance d'une enveloppe spécifique supplémentaire de 100 millions d'euros. On continue aussi avec une petite fast news bonne nouvelle. Donc vous pouvez lire ici donc le Loto du patrimoine qui pour sa 3e édition a réussi à collecter 20 millions d'euros. Voilà, une bonne nouvelle. On continue aussi avec les annonces et par rapport au coronavirus. Ici, on en avait parlé il y a 15 jours du scandale par rapport aux produits de nécessité dont certains disaient que le livre devrait faire partie. Et bien ça y est, le gouvernement a mis en place la prise en charge des frais d'expédition pour les librairies indépendantes. Ça, c'est en place depuis le 5 novembre. Et ça permet tout simplement aux librairies de ne facturer le client qu'un seul centime d'euro pour l'expédition. Donc voilà, pas cher évidemment, et ça permet donc de commander directement dans la librairie indépendante. Je continue aussi avec une mauvaise nouvelle cette fois-ci, le Pass Culture. Alors qu'est-ce que c'est que le Pass Culture? Ça fait partie des engagements de campagne de notre président Emmanuel Macron. Il permettait aux jeunes de 18 ans pendant 12 mois d'accéder à la culture pour un montant de 500 €, donc par exemple en réservant des expositions, en réservant aussi des places de cinéma. Alors je sais pas pourquoi mon Siri s'est activé, j'espère que ça va pas embêter le stream. Donc voilà, en réservant aussi des places de cinéma, des concerts, voilà. Eh bien, suite à la crise sanitaire, et a priori comme on a remarqué que ces jeunes en réalité ne dépensaient en moyenne que 150 € sur ces 500 €, eh bien ils sont en train de réfléchir et de revoir ce pass à la baisse qui passerait donc de 500 à 300 €. Voilà. Alors, petite pause, je suis assoiffé. Je continue avec un petit point sur les bons plans de culture numérique que j'ai déniché pour vous, et on va commencer avec 3 comptes Twitter à suivre. Alors le premier, bah oui, le premier, vous croyez quoi? Alors, bah oui, parce que même si je ne produis pas vraiment de contenu sur Twitter, eh bien ça peut être intéressant de me suivre, parce que comme vous le voyez, il m'arrive de retweeter des bons plans. Donc par exemple ici, c'était un bon plan de la nuit des musées, en ligne, la nuit blanche, la nuit des musées numériques. Et en plus, en me suivant, vous restez aussi au courant de mes actualités à moi. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de me suivre. Donc le deuxième compte, un petit peu plus sérieux pour le coup, le musée de l'armée des Invalides. Alors ce compte, il est super intéressant. Il profite un peu de la crise sanitaire pour nous montrer des pièces de ses collections en les commentant en ligne. Et c'est un compte qui est absolument à suivre pendant ce confinement, une petite pépite, ça peut aussi vous occuper. Alors regardez juste là par exemple, avec cette tenue d'un soldat grec qui date de l'Antiquité, il y a tout un thread où on détaille en fait toutes les pièces d'armure, avec par exemple ici le casque qui est détaillé, puis la cuirasse, puis les bottes, etc. Donc très intéressant. On a aussi un autre compte dont j'ai envie de parler et que j'ai envie de vous inviter à aller regarder. Ce compte, il est dans un autre registre puisqu'il parle d'histoire. Et ce compte, il va toujours partir d'une thématique très actuelle. Donc par exemple, dans cet exemple-ci, c'est la fessée pour éduquer. Et on va remonter en fait jusqu'au Moyen-Âge pour voir ce qu'il en est de ces pratiques. Et voilà, ça se passe toujours en thread. Ça nous invite aussi souvent à nous questionner sur nos pratiques à nous à l'heure actuelle. Et bref, un compte aussi très intéressant à suivre pendant le confinement. Je vais continuer avec, alors c'est marrant là, c'est et un bon plan et une actu. Donc je vous montre, je vous dévoile le nouveau site du centre Pompidou.
Voilà. En plus d'être beau, il est super bien foutu, donc je vous invite à naviguer dedans. Là, vous voyez, il y a un magazine, il y a des choses super intéressantes. Et en plus, alors bon, voilà, vous avez aussi un accès aux collections, et en plus, c'est pas sur leur site, mais ça se passe sur le site de la Fondation Orange. Donc je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Et bien sur la Fondation Orange, le Centre Pompidou vous propose des cours gratuits sur l'art contemporain. Donc je vous invite aussi à aller voir ça, ça peut vous faire passer le temps. Autre recommandation, c'est la chaîne YouTube du Musée du Louvre. Le Musée du Louvre, il est très actif et en ce moment, il propose énormément de choses, comme par exemple des contes sur les œuvres, aussi des retransmissions de leurs conférences. Je vais dans l'onglet vidéo, ça va vous donner une petite idée. Donc là, vous voyez des petits contes d'automne, des colloques, des conférences. Voilà, il y a vraiment de quoi s'occuper. Et on continue aussi avec une vidéo que je vous invite à aller voir. Donc pareil, là encore une fois, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est cette vidéo d'une ouverture d'un cercueil en plomb, un sarcophage. En réalité, ça prend beaucoup de temps à ouvrir et cette équipe d'archéologie a eu cette idée de faire un timelapse pour qu'on découvre donc toutes les étapes de l'ouverture du sarcophage. Très intéressant aussi, allez le regarder si vous avez le temps, le lien est dans la description pour tous ceux qui regardent la rediffusion. Et on va continuer notre revue de la semaine avec un point sur les restitutions qui s'imposent, car il y a un peu de nouveau cette semaine. D'abord, alors, cette loi sur la restitution au Bénin et au Sénégal, vous le savez sûrement, a été votée à l'Assemblée nationale. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mes autres éditions de Daniel Artactu. En description, vous avez un chapitrage qui vous permet de naviguer dans la vidéo vers le sujet de votre choix et ça permet de retrouver facilement les sections qui parlent de la restitution. Donc cette loi a été votée à l'Assemblée nationale et du coup, elle est passée au Sénat pour la seconde lecture. Sénat qui vient de rendre ses observations. Alors, en gros, ils ont voté le texte, mais ils critiquent la méthode. Ils dénoncent, je cite, un fait du prince. Donc ça, évidemment, hein, ça pique un peu, hein, c'est un peu provocateur. C'est-à-dire, ils dénoncent une décision qui vient du président de la République et qui n'est pas très réfléchie. Ce qu'ils souhaitent, c'est apporter plus de rigueur dans l'étude du projet de restitution, notamment en encadrant ce projet de manière scientifique avec un conseil d'études sur la restitution. Et selon le Sénat, la forme d'ailleurs adaptée à cette restitution, c'est pas une loi mais un traité international. Il regrette aussi l'emploi du mot restitution, il préférait qu'on parlerait celui du retour des œuvres au Bénin et au Sénégal. Mais bon, en réalité, tout ce que je vous dis là, les observations du Sénat, ça a très peu de chances d'aboutir puisque la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale est défavorable à l'existence d'un conseil de ce type, donc ça n'a vraiment que peu de chances d'aboutir. Et on continue avec donc une news qui est arrivée il y a pas très longtemps, donc là vous voyez le jeudi 5 novembre, donc une restitution de plus qui vient d'être organisée par le président de la République. Il s'agit du couronnement du dé de la reine Rana, alors j'arrive pas à le dire, Ranavalona III. Alors je vous montre exactement l'objet à quoi il ressemble. Il s'agit de cet objet-là, qui a été rendu au Madagascar. Alors petit souci, c'est que cette restitution, on l'a appris par la presse et aussi via un tweet justement du Sénat qui était, alors je vais vous le montrer, le tweet du Sénat, le voici, qui comme vous le voyez est stupéfait d'apprendre que la restitution est organisée sans être soumise à un vote au Parlement et au Sénat. Hein, vous voyez là, quelques heures après l'examen du projet de loi sur la restitution des biens culturels au Sénégal et au Bénin, la consultation au Sénat est stupéfaite d'apprendre dans la presse le départ de la couronne du dé de Ranavalona III, conservée au musée de l'armée. Et donc cela, évidemment, repose la question de l'inaliénabilité des œuvres d'art. Car évidemment, le président de la République n'est pas du tout dans son droit pour faire cela, puisque toute restitution devrait être organisée avec la consultation des représentants nationaux. Et c'est ce qui est en train d'être entamé justement avec cette loi de restitution au Bénin et au Sénégal, loi qui propose une dérogation sur ce principe d'inaliénabilité des œuvres d'art.
En fait, une œuvre d'art est inaliénable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être ni cédée ni vendue, et pour cette restitution au Sénégal et au Bénin, on est passé par le Parlement, puis par le Sénat pour autoriser la dérogation à ce principe. Et vous voyez bien que dans cette histoire, si le président de la République permet de céder n'importe quelle œuvre sans consultation, eh ben, ça pose problème. Et en plus, le site donc, qui raconte tout ça, là, le site que vous voyez, c'est la Tribune de l'Art, qui explique que l'œuvre en question, en plus, avait été acquise par la France par une donation. Et du coup, l'objet ne rentre pas vraiment dans le débat des restitutions, puisqu'il n'est pas issu de manière... Il n'est pas obtenu de manière illégitime, il n'est pas obtenu d'après un pillage de guerre. Et maintenant, on va parler du reste des actualités en vrac, avec au programme une petite nouvelle sur Notre-Dame, sur le musée Carnavalet, et aussi la sortie d'Assassin's Creed Valhalla. Hop, alors on commence avec Notre-Dame. Vous voyez une bonne nouvelle en petite fast news, donc le démontage de l'échafaudage de Notre-Dame est prévu pour fin 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, l'effondrement de la voûte semble un risque à écarter. Alors évidemment aussi, c'est une étape importante qui va vers le chantier de restauration. Ça va permettre le déblaiement des poutres incendiées et le nettoyage des voûtes. Voilà, donc une bonne nouvelle. On continue aussi avec une autre bonne nouvelle, c'est que le musée Carnavalet a réussi à tenir ses délais. Donc il a fini sa restauration, il compte réouvrir au printemps 2021. Reste à faire beaucoup de choses, notamment le réaccrochage et la nouvelle scénographie. Et puis évidemment l'autre nouvelle principale de cette semaine, c'est la sortie d'Assassin's Creed Valhalla. Alors est-ce que j'ai un visuel de la jaquette? Non, voilà, si je suis très mal préparé. Voilà, ça sera bien mieux de vous montrer une chouette image de la jaquette. Hop. Le voilà, Assassin's Creed Valhalla. Donc la sortie du jeu d'Ubisoft de la licence d'Assassin's Creed. Alors pourquoi j'en parle ici? Parce que si vous ne connaissez pas Assassin's Creed, c'est un jeu vidéo où vous incarnez un assassin et chaque jeu de la saga se passe à un moment historique. Et c'est là qu'intervient Ubisoft, donc la firme qui va réunir souvent chercheurs, historiens et archéologues du monde entier pour aider justement la firme à développer un jeu qui soit le plus en raccord avec l'histoire et les faits historiques. Et donc chaque sortie de la licence, elle bénéficie de faire avancer un petit peu la recherche dans un domaine précis. Et donc il arrive d'ailleurs que dans les DLC, c'est-à-dire la partie du jeu qui est ajoutée après coup, la partie du jeu additionnelle, les développeurs ajoutent des visites guidées pédagogiques sur ce monde virtuel pour en apprendre plus. Et bien voilà, Assassin's Creed Valhalla se déroule en Norvège et raconte les raids vikings en Angleterre au 9e siècle. Et le jeu sort sur PC, PlayStation 4 et 5, Stadia et sur Xbox. Et si l'aspect historique vous intéresse, eh bien là encore j'ai des plans pour vous. Allez voir la chaîne YouTube de Nota Bene, le YouTuber Histoire qui a un partenariat avec Ubisoft. Donc c'est très intéressant parce qu'à chaque sortie d'un jeu Assassin's Creed, il va faire une vidéo sur le sujet. Je vous mets aussi des liens en description. J'ai aussi une vidéo à vous recommander qui parle de la place des femmes vikings, parce que aussi dans le jeu on peut incarner une femme viking, voilà, et cette question des vikings dans l'histoire, je vous propose aussi de regarder ça. Et on a aussi le compte dont j'ai parlé un peu plus tôt, Actuel Moyen-Âge, qui a fait un thread sur le sujet. Je vous remercie d'avoir participé à ce live, ou d'avoir regardé la rediffusion. Et si vous avez aimé, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un pouce blanc maintenant, et à vous abonner. Et puis à la semaine prochaine pour d'autres actualités. Ciao!